Alors bienvenue à vous toutes et tous. Merci d'être là pour cette leçon. Alors on est à la leçon 9. On va commencer par une prise de refuge, succincte mais tout est dedans. Et puis ensuite on se met à l'étude de cette leçon. Vous verrez, on va aborder la suite du texte de Chenrezig. Alors en cours de route, vous me dites s'il y a un problème avec l'image, s'il y a un problème avec le son, comme ça on ne perd pas de temps là-dessus. Et puis donc voilà. Alors, la prise de refuge et ensuite la leçon. O sangye chötang tsogye chönam lai chönchöm prato dani japsoich dage jin tsogye pesanam ge chola pinche sangye drum praisho. Voilà. Donc, pour cette prise de refuge, comme je l'ai dit, succincte, hein, mais bon, vu qu'on aborde ce texte de Chenrezig, on peut largement considérer cette étude qui vise à plus comprendre un texte qu'étudie complètement le tibétain, évidemment. Eh bien, on peut considérer cette étude comme complètement faisant partie du Dharma. Alors, vous voyez donc ici la suite du texte. Alors là, j'ai mis simplement dans le menu, bon, cela dit, c'est tout simple, hein, la suite du texte. Repérer les particules, repérer les mots-clés. Alors maintenant, vous avez un peu pris l'habitude de la méthode. Quand vous avez le PDF, donc j'ai envoyé le PDF ce matin, que vous avez normalement dû recevoir sur votre mail. S'il y a un petit problème avec ça, vous me dites, hein, parce qu'il peut y avoir des fois une petite erreur dans les adresses. Mais sinon, vous avez ce document qui est support du cours, mais c'est aussi support d'exercice. Là, le PDF, vous voyez, j'ai mis juste le texte, mais si vous le souhaitez, je peux aussi mettre le texte, que le texte tibétain, comme exercice pour repérer. Ça, vous me dites, hein, c'est assez simple, il n'y a pas de problème. Sinon, vous vous faites plusieurs impressions de cette page où il y a le texte, et puis ensuite, vous vous en servez comme page d'exercice pour noter au crayon ou pas. Comme vous, ça, c'est à vous de trouver le système. Faites-moi part, c'est bien, je vois sur le groupe WhatsApp, c'est très chouette, il y a plein d'interactions, il y a des gens qui se donnent des coups de main mutuellement, et ça, je pense que c'est très utile. Et donc, du coup, faites-moi part de ce qui vous est nécessaire aussi, et dans la mesure du possible toujours, eh bien, je vous fournis ça. Vous avez vu aussi, j'en profite, juste une petite incise, il y a maintenant, dans la page ressources, la page était un peu revue, la page du site, et il y a dans la page ressources les éléments qui vont vous permettre d'apprendre à lire le tibétain. Alors tranquille, hein, là c'est en bloc, c'est-à-dire c'est la leçon 1 du cours qu'on avait à l'époque nommé Tiblab, qui couvrait, qui avait comme objectif d'apprendre le tibétain. Donc là, dans la leçon 1, il y a carrément tout ce qu'il faut pour apprendre à lire. Mais elle est divisée, cette leçon 1, en plusieurs parties, donc allez-y tranquille. Vous avez l'enregistrement audio avec des Kyudon ou Yujon, donc mon ex-épouse, et qui est tibétaine, d'où son nom, et qui a une prononciation impeccable. Donc là, ça vous donne aussi une occasion de pouvoir, oui, je pense, avoir de bons supports pour perfectionner votre apprentissage de la lecture, pour autant que vous y soyez mis. Mais c'est possible parce que petit à petit, vous en comprenez l'avantage. Alors sinon, on est à la suite du texte. Donc là, cette fois-ci, à la différence de la leçon précédente où on a vu assez en détail la question des verbes, assez en détail, c'était un premier contact. On va d'ailleurs continuer, vous verrez, il y a un point de grammaire dans cette leçon. Mais là, on va faire ce qu'on s'est promis de faire, c'est-à-dire qu'on va se balader de partie en partie, mais à la suite du texte de Chenrezig et voir tout ce qu'il contient. Alors là, donc, vous avez comme toujours la phrase en tibétain, un mot à mot, normalement complet, mais que vous retrouvez beaucoup plus détaillé dans le vocabulaire, que vous allez retrouver, la phonétique pour nous aider, et puis une proposition de traduction. Voilà, donc en gros. Alors, donc, là, l'idée de repérer les particules et repérer les mots-clés, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble, par exemple, maintenant. On peut essayer, c'est-à-dire de voir où se trouve. Il n'y en a pas des tonnes de particules dans cette partie, donc ça va plus être un exercice de compréhension globale du texte, mais peut-être qu'il y a déjà, vous voyez, des particules quelque part.
je mets avec, par exemple, cette couleur-là. Et si vous en voyez une dans cette première phrase, eh bien, vous me le dites. Alors, il faut qu'on trouve un moyen, parce qu'on est quand même assez nombreux. Ce qui serait assez sympa, c'est qu'éventuellement, quelqu'un se lance, et puis chaque fois une personne différente pour chaque ligne, pour à la fois faire la lecture de la phrase, et puis en même temps indiquer les particules qui s'y trouvent. Est-ce que ça vous tente? Hein? Comme ça, vous vous cachez plus derrière votre micro, vous prenez le risque immense de l'ouvrir, et puis, non, mais bon, je vous taquine, et puis voilà, alors vous lisez la phrase tibétaine. Alors, idéalement, on pourrait dire, vous la lisez sans la phonétique. Alors, pour le faire, je ne sais pas si c'est possible. Si en faisant comme ça, vous la voyez plus. Voilà. De toute façon, vous verrez les autres, quoi. Bon, bref, je crois que ça vaut pas la peine. De toute façon, vous l'avez, la phonétique, mais voilà. Est-ce que quelqu'un, tranquille, hein, et même éventuellement, si quelqu'un a envie, vous pouvez aussi faire de l'épellation. Comme ça, on l'entend, mais c'est comme vous voulez, hein. Est-ce que quelqu'un se lance ou est-ce que je désigne arbitrairement? Moi, je veux bien essayer. Voilà. Super. Alors, il faut juste que je repère qui vient de parler. Pascal, C'est Pascal. Super, Pascal. Alors, on t'écoute. comme je n'étais pas là la semaine Oui, mais dernière. parfait. Et si tu as envie d'épeler, tu épelles. Et comme ça nous donne l'occasion de le voir. Sinon, tu peux aussi lire Ouais. directement, vu que le but, c'est pas non plus d'en faire un exercice d'épellation vraiment, hein. Donc, Rageguri. Par contre, après, je ne sais plus. D'accord. C'est quoi? C'est Alors oiseau ici, c'est plus. ta, oazur. C'est un Ouais, oazur. c'est ça. C'est Da un Azur oa, ça fait. Gasa. Ouais, ta oazur, ta kasa ta. Hein? Ta oazur, ta kasa ta. Donc, rida. Ça. Ouais. Rida. Là, par contre, pas Gasa. Pas. Pak, tout à fait. Alors, moi je dis comme ça, je ne sais absolument pas si c'est le cas parce que j'ai appris en partie seule. Oui. Pas Agibu Ipe. Oui, tu peux dire, c'est bien. Paagigui. Dans l'appellation, c'est Ragiguri, Tawazurtaka, Satalapatapa. Alors, là, moi, je la fais vraiment à la tibétaine, c'est-à-dire, il y a à la fois la musique et le rythme, hein. Lapatapaka, Sapakpaagigui, Satatanaroto, Date, Kaoya, Naroyo, Kayo. Eux, ils font comme ça, hein. Cela dit, vous n'êtes pas Ouais, obligé de ouais. le faire à cette vitesse, hein. Mais Paagigui, mais si tu Non, je ne peux veux, pas le faire comme non, ça. non, non. Mais d'ailleurs, après, ça va beaucoup, beaucoup plus vite, parce que c'est vraiment l'histoire d'entraîner aussi, délier la langue, hein. Mais Paagigui, tu peux dire Paagigui, on peut dire Paagigui, mais on peut dire aussi Paagigui, paix, si ça aide à l'intégration Ça. de la prononciation. Ok. Satakunda Naruto Date. Mhm. Gaoya Naruyo Gayo. Kao, hein, c'est Kao, hein. Kaoya Gao. Naruyo Ah Kayo. oui. Oui. Ah oui, parce que je prononce plus ga que ka. Pas grave. Ouais. Kao sa naruso la seule. Parfait. Et tu dirais ça comment? Donc, ça fait Reda, parfait, Tuyok seul. Impeccable. Est-ce que tu repères un génitif là-dedans? C'est assez évident, hein. Donc, moi, j'avais repéré le Agui. Yes, alors Agigui, Il met hein. en... Alors, pour moi, ça mettait en lien bah, le groupe avant et le groupe après. Tout à fait. Donc le groupe avant, c'est évidemment ça, et le groupe après, évidemment ça, on est bien d'accord. Reda, parfait, Oui, voilà. Voilà. Et puis, Tuyok seul. tout à fait. Ouais, très bien. Bah, impeccable. Après, on verra en détail les mots ensemble, mais déjà, là, bon, voilà, on a un décryptage. Ce qui est important, on le revoit, et après, ça va devenir systématique dans la méthode, c'est que chaque fois qu'on a une particule, donc hop, on a notre groupe de mots, et puis ici, on a notre autre groupe de mots. En se souvenant évidemment qu'un groupe de mots, eh ben, c'est composé de plusieurs éléments. C'est vraiment tac, plus tac, et puis hop, voilà, ça nous fait un groupe de mots. Mais on peut en avoir plein, hein, de groupes de mots. Attendez voir, j'ai juste... qu'est-ce qui me fait pour la batterie? Au branché. Ouais, est-ce que j'ai un petit problème de batterie? Attendez voir, je regarde juste. Parce que s'il me dit que j'ai plus de batterie, ça va être ennuyeux, ça. Comment ça se fait pourtant? J'ai 100% de batterie. Attendez, que je repère. Juste pas que j'ai de surprise.
Écoutez, bon, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Écoutez, ben, on y va comme ça, puis si jamais, après... Bref, voilà. Donc, après, deuxième phrase. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Juste Oui, 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 bien avant sûr. de couper mon Oui, écran, non, mais vas-y, est-ce vas-y. qu'il y aura possibilité d'avoir un temps à un moment pour poser des questions par rapport à la leçon d'avant? Oh ben oui, il faut alors. Est-ce que... Alors, on peut très bien d'ailleurs le faire Mais maintenant comme et puis c'est différent reprendre. de ça, Oui. comme c'est différent de ce qu'on fait là pour l'instant, peut-être, enfin voilà, c'est pas obligé que ce soit maintenant, quoi. Pour moi, hein, je parle par rapport à mes questions, quoi. Honnêtement, là, on vient de faire qu'une phrase. On peut très bien prendre des questions en rapport à la leçon précédente, puis après, on reprend la deuxième phrase et aucun problème, hein. Ça peut même être Peut-être bien. ça, peut-être j'aurai les réponses à mes questions après, hein. Ok, Enfin, on pendant, peut. quoi, donc, Alors, on peut. D'accord. Donc, dans ce cas-là, on continue simplement la première prise de contact avec le texte. Après, on regarde le vocabulaire un peu. Et puis ensuite, de toute façon, il y a cette note grammaticale que j'avais envie de souligner pour vous. Et vous verrez, c'est intéressant. Et puis dans ce cas-là, à ce moment-là, eh bien, on peut prendre un temps pour des questions autour de la leçon précédente, la leçon 8. C'est possible que ce soit des questions relatives au verbe. Ça, je ne sais pas, on verra. Mais sinon, alors ok, continuons. Est-ce qu'il y a une personne qui veut se lancer pour la deuxième phrase? Jean-Marc, Oui, écoute, je veux bien pour la deuxième phrase. Et je super. voulais faire une requête, s'il y a le temps. Oui, Est-ce que tu pourras nous expliquer un peu la musique de l'épellation, en fait? oui, 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 Ouais, oui. merci. Ok. Tu as le temps? Merci. Bon, forcément. Alors, oui, c'est toi, MacBook Pro. Tu sais que tu peux changer ton nom, ton nom, hein. Ah oui, Mais ouais, c'est pas grave, hein, c'est euh, pas grave. Alors, MacBook Pro, euh, ça, c'est son pseudo dans la vie. On l'appelle MacBook Pro. Et puis, sinon, MacBook c'est Pro. Antoine Laville. C'est un musicien. Donc, c'est forcément, il pose une question sur la musique. Voilà, comment on musicalise l'épellation. Alors, vas-y, lance-toi pour la deuxième phrase. 3 secondes, excusez-moi. Oui? Juste, c'est Géraldine. Oui, Jean-Marc, est-ce que Géraldine. quand moi je suis pas encore à ce millefeuille d'apprendre les lettres, Ouais, que j'ai plein de trucs, que je suis encore à la base, bien est-ce sûr. que tu peux juste mettre un point sur Oui, la bien lettre sûr. que Bien vous sûr. êtes en train de dire? Bien Parce que sûr, j'ai pas pour encore suivre comme commencé à ça. apprendre l'alphabet. Complètement, tu as Merci. tout à fait raison. Merci. Alors, vas-y tranquille, Antoine, et comme ça, moi, je mets les points, et comme ça aide tout le monde. On essaie de faire une Ok. pierre plusieurs coups. Par- J'ai une question pour Oui, la oui, première oui, phrase. oui, C'est Martine. oui, Moi, Martine. je bute sur la première lettre, c'est le E. Parce que pour moi, E, c'est tang. Et ça s'écrit pas comme ça. Ah Donc, non, non, mais tout à fait. C'est simplement, en fait, je suis complètement désolé, j'aurais dû l'enlever. C'est le et par rapport à la phrase qui précède, si on regarde dans le texte. C'était juste pour donner ah, une d'accord. cohérence dans le français. Non, non, mais c'est clair. D'accord. Mais merci, non, non, merci, merci, merci. Non, non, effectivement, hein, ici, Martine nous parle du et qui se trouve ici. Là, il n'y a pas de et en tibétain. C'est juste le et dans la phrase précédente dans le texte. Parce que là, j'ai fait une espèce de découpage. Mais c'est vrai que j'ai pas fait attention à ça. C'est vrai. Donc, non, non. Je dé- Comme je débute, il y a des choses sur lesquelles Ah je oui, oui, bute. oui. Non, mais alors, de toute manière, on est complètement d'accord sur un point. Il n'y a aucune question stupide. Jamais. Il n'y a que des questions et chacune vaut la peine d'être posée. Tout le temps, tout le temps. Donc, n'hésitez pas du tout, hein. Et puis, en plus, voilà, on étudie ensemble, on n'est pas... Aucun problème, quoi. OK. Alors, Antoine, vas-y. Ok. Alors, A, Naro, O, Ta, E. Ça va, Géraldine, comme ça? Hein, je pointe. Merci, super. OK. Oui, ça va, c'est bien. OK. Alors, continue. Tao, Pa, Ka, Pak. Ouais, Pâques. Ma, Jenkume, Ta, Me. Oui. Il y a quelqu'un qui a aussi son micro. Ouais. Qui a fait Oui, il y a un quelqu'un qui a problème. laissé son micro. Ouais, ça Alors fait- dans ce cas-là, fermez votre micro et puis on en laisse un seul ouvert. Cela dit, c'est très bien de répéter en même temps, hein. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester silencieux pendant cet exercice, hein. On n'est pas non plus juste en train de regarder la performance d'Antoine, hein. On peut tous s'y mettre, il n'y a aucun problème, hein. Mais c'est vrai que fermer vos micros, c'est plus simple. Alors, vas-y, t'étais ici? Ouais, moi, Demboumet, Ahmed, t'as dit déjà, hein. Et là, la personne a dit déjà pas A, Gigu, I, P, Mhm. Tao, Pa,
Shakyu, ou Alors là, petite chose particulière, mais encore une fois, tranquille, vous n'êtes pas obligé de le savoir maintenant. Mais quand le pas est préfixé par un ta, on prononce ça ou. C'est une bizarrerie, je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais quand vous avez le pas qui est préfixé par un ta, le ta c'est ça, hein. Je vais zoomer un peu pour que vous le voyez bien. Donc ça c'est le ta. Donc quand le pas est préfixé par un ta, le pas devient ou. Quoi, a. Et là disons, vu qu'il y a un chapkiu, ça fait ou. Et ou c'est la tête, à l'honorifique. Après on verra. Ok. Mes pauvres. Non, non, mais ça va aller bien, hein. Il n'y a pas de piège, hein. Il n'y a pas de pot de banane, hein. Tout va bien. Allez, vas-y Antoine. Ra, Ka, Tang, Ban, Ka, Tang. Alors, ra, kata, ka, yata, kya, ou gya, na, gyen. Hein? Ok. Ra, gata, ga, yata, gya, na, gyen. Cha, na, jen. Mhm. Cha, na, chen. Cha, na, chen. Parfait. Et si tu lis la totalité, Pa, ne, pe, ou, gen, chen. impeccable. Ce que je vous propose, c'est que faut que je sois attentif au temps aussi. Et puis là, je vois que ça fait déjà un quart d'heure qu'on travaille là-dessus. Alors, on va pas se faire toute la leçon comme ça, parce que sinon, pour les personnes qui sont pas hyper motivées par l'apprentissage pour l'instant, après ils le seront à fond, mais pas forcément hyper motivées par l'apprentissage de la lecture, on va pas faire toute la leçon comme ça, parce que ça va nous prendre pas mal de temps. Donc, ce que je vous propose, c'est que les 2 premières phrases, on les étudie déjà, et puis après les autres, on va les lire sans épellation forcément, ou alors peut-être, mais disons pour essayer de trouver un bon équilibre. Et ensuite, rien ne m'empêchera sur Quizlet, j'ai pas encore fait le Quizlet d'aujourd'hui, mais rien ne m'empêchera de pouvoir faire une épellation éventuellement pour vous aider pour le suivre. Ou alors je vous fais une épellation maintenant, et puis dans ce cas-là, ou juste un peu après. Et puis dans ce cas-là, vous l'aurez sur la vidéo et puis vous pouvez répéter. Peut-être c'est plus simple, non? De faire directement sur la vidéo ou pas? Je sais pas. Ouais, ça peut être bien. Plus simple que la vidéo. D'accord. Eh bien écoutez, alors là, on a vu déjà 2 phrases. Alors, ok, je suis en train d'apprendre, vous en rendez compte en même temps que vous. Donc ce que je me dis, c'est que peut-être, je vais commencer déjà par vous faire une épellation. Comme ça, vous avez un exemple d'épellation totale, puis après, vous l'avez entendu une fois, et puis comme ça, après, on rentre dans le détail. Ça vous va comme ça? On va essayer comme ça, d'accord? Bien. Puis après, je trouverai la bonne méthode, hein, parce que je cherche aussi, évidemment. Donc, ok, je fais l'épellation et la lecture. Donc là, vous êtes en mode écoute. Alors, écoute, présente, si possible. Donc, je recommence depuis le début. Ragiguri, tawazuruta kasata. La patapaka sa pak pa agigu I. Sa tatata naroto da te. Kao ya naroyo ka yo. Kao sa naroso la sol. Vous voyez que chaque fois qu'il y a un préfixe, c'est kao. Ça, c'est une manière, donc, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire, bon, pas besoin de l'apprendre, mais chaque fois qu'il y a un préfixe, vous rajoutez kao, tao, mao, bon, etc. Il y en a 5 de préfixes, c'est pas la mer à boire. Je lis la phrase maintenant. Rida, parpe, teyo, seul. Voilà pour la première phrase. Deuxième. Anaro o ta e. Tao paka pak. Ma debume ta me. Pa agigui. Tao a pa shapku u. Ra, gata, ga, yata, gya, na, gyen. Cha, na, chen. E, pa, me, pe, ou, gyen, chen. E, pa, me, pe, ou, gyen, chen. Alors, les Tibétains, en général, ils apprennent en rythmant. Et c'est ce qui intéresse aussi Antoine. C'est-à-dire, anoro, o, ta, e, tao, pa, ga, pa, ga, ma, de, me, ta, me, pa, gigu, i, tao, wa, shap, ku, ra, gata, ga, yata, gya, na, gyen, cha, na, chen. Ils font comme ça. Parce que du coup, on est dans le rythme et puis on apprend. C'est un peu du slam, c'est un peu du slam avant la lettre. Voilà.
En tout cas, e, pa, me, pe, u, gen, chen. Il y a 3 modes d'apprentissage de la lecture. Ensuite, c'est e, pa, me, pe, u, gen, chen. Et puis ensuite, e, pa, me, pe, u, gen, chen. Donc, il distingue pour créer des étapes d'apprentissage et pour obtenir la fluidité. Vu que pour les Tibétains, traditionnellement, la lecture, c'est un art en soi. Hein. Si vous regardez dans les textes classiques, par exemple Machik Labdön, une des choses qui fascine les gens à l'époque, c'est la rapidité de lecture. Donc carrément, dans le Machik Namche, l'histoire de Machik, donc elle qui fonde la tradition de Chö, on raconte qu'il y a 5 érudits qui suivent le texte et chacun s'occupe d'une ligne. Tellement elle va vite, donc chacun s'occupe d'une ligne et puis elle lit la Prajnaparamita à une vitesse hallucinante. Pour dire que ça a toujours été considéré, la lecture était toujours considérée par les Tibétains comme quelque chose de l'ordre du prodige. Hein. C'est vraiment un talent particulier. Donc voilà. Ensuite, 3e ligne. Shaba sa shap kao nyageguni sa ni. Radata dana rodo. Rajata jadembu je agigui. Sakata kayata cha giguchi la chil. Karata ta shapyu tunga tung. Pao sha shapyu shuka sa shuk. Shap ni doro je chil tung shuk. Ok? Bon, vous réécouterez hein, juste ce passage. Hein. Faudrait presque que j'en fasse une découpe, une petite vidéo. Peut-être je peux le faire. Tarata tagiguti. Madembu meta me. Salapta da. Wara wara. Oui, c'est bizarre. Salaptada, c'est une des bizarreries. Il n'y en a pas des tonnes. Ça, dawa, ça veut dire la lune, ça s'écrit comme ça. Salapta da. Et ça se dit da. Pas pourquoi. Mais c'est égal. Ragata gayata japa jap. Pao ratatata dembute naten pa. Pas besoin de tout savoir. Mais par contre, repérez, chaque fois que vous avez un signe voyelle, il y en a 4 de signes voyelles. Il n'y en a pas des tonnes. Ici, vous avez un gigou, là, vous avez un dengbu, là, vous avez un dengbu. Le gigou donne le son i, le dengbu donne le son e. Donc ça, petit à petit, en voyant dans la situation, il y a des trucs qui vont se mettre en place. Vous allez vous dire, ah oui, tiens, je repère ça. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez un signe, taratata giguti, ah, ok, ragiguri, ah, pareil. D'accord? Donc, il y a aussi une partie de la connaissance et de l'apprentissage qui va arriver par déduction. Vous allez vous dire, tiens, ragiguri. Ah, ok. Puis chaque fois qu'il y a un aro, cette petite mouette, ben, yo, seul, e, hein. Là, c'est ni, par exemple, de nouveau le gigou, etc. Voilà. Et puis, on est bientôt au bout. Sakatakaya, oui. Non? Non, ok, je continue alors. Sakatakayata kya basa kyap. Ça, on a déjà vu dans les précédentes leçons. Kao nasa ne, et ça aussi. Ka shapkyu na kun. Ao ta shapkyu tu sa du. Nga noro ngo. Wa naro wora wor. Voilà encore la 3e bizarrerie du jour. C'est-à-dire le pas. Décidément, il nous joue des tours. Ici, quand il est 2e syllabe, on ne dit pas pa, mais on dit wa. Wa naro wora wor. Mais de nouveau, pas besoin d'apprendre par cœur. À force, vous allez complètement le voir, et le savoir, c'est pas un problème. Kayata kya shapkyu jura jur. Et ça nous donne kamne kundu ngo wor jur. Voilà. Comme ça, vous avez un aperçu de cette épellation. Et je vais effectivement, je pense que je peux techniquement, sans trop de difficulté, isoler cette partie et donc en faire une petite vidéo en soi. Comme ça, ça vous fera un exercice. Ok. Donc, voilà. Alors, là, après, c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a sur le PDF. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs. Là, vous avez donc le vocabulaire avec un détail sur le vocabulaire. La suite du vocabulaire, rien de neuf. Et puis un petit point de grammaire qu'on verra après. Donc là, maintenant, je vous propose, c'est qu'à l'intérieur de ce texte, ce qui n'empêche personne, tout à coup, à un moment donné, d'avoir envie d'épeler une partie, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais là, maintenant, voyons donc cette partie de texte. D'accord? Ok. Non, parce que le temps file, je ne sais pas si vous réalisez que ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble. Moi, Bon, ok. Alors, Rida, Pagpe, Teyo, Sol.
Alors là, avant, Pascal nous dit très justement, et c'est l'intérêt de de marquer les particules, ici il y a un génitif, donc ça veut dire de manière claire qu'on a un premier groupe de mots ici et un deuxième ici. Là, vous avez déjà la résolution dessous, hein, et vous oubliez le et. D'une peau de biche, le haut du corps est ainsi habillé. Vous voyez que la traduction française, elle est un peu... Peut-être qu'on ne dirait pas les choses comme ça en français, mais j'ai fait en sorte d'avoir une traduction phrase par phrase, à la différence de ce qu'on trouve dans nos petchas habituels, où on n'est jamais dans la possibilité de pouvoir facilement, je dis bien facilement, rapporter le tibétain à la traduction française. Ici, en tout cas, l'avantage, c'est que vous avez la traduction sous le tibétain. Alors, mis à part le « et », ok, mais le reste est en rapport avec ce que vous voyez. Donc, parfois, le style dans le français, bon, c'est pas, mais bref, là, ça va. Donc, rida, peut-être vous connaissez ou pas, vous voyez biche. Hein, vous avez de toute façon le mot à mot dessous, hein, c'est pas très compliqué finalement. Donc, rida, biche. Ri, ce qui est intéressant pour vous, alors ça, c'est un petit truc repère que vous pouvez noter de côté. Je ne note pas tout, hein, quand même, ça c'est clair. Mais ri, c'est la montagne. Et ça, c'est un mot très utile, ri. Alors, rida, ça veut dire l'animal sauvage, mais sous-entendu dans la montagne. Ça, c'est typique des Tibétains. Les Tibétains, ils construisent des mots avec des mots, tout le temps. On est dans une langue agglomérée. Et je vous le dis parce que, alors peut-être vous aimez particulièrement l'étymologie ou pas, c'est pas complètement de l'étymologie. L'étymologie, ça voudrait dire l'origine de ri. Ça, je sais pas. Mais disons, quand on fait du décryptage, petit à petit, ben voilà, ça nous familiarise avec le contexte, ça nous aide à mieux le comprendre. Donc ri, c'est la montagne. Rida, c'est la biche. Mais c'est pas que la biche. Rida, c'est aussi tous les animaux sauvages, parfois, suivant le contexte. Alors comme souvent en tibétain, et comme souvent dans les langues, en fait, le contexte est super important. C'est pour ça que nous, on peut dire que le frigo marche, alors qu'il ne marche pas au sens propre. Donc le contexte, c'est pareil. Ici, rida, ben là, c'est vrai qu'en général, on l'utilise pour biche, et on le sait par rapport à Chenrezig, il a l'épaule gauche avec la peau de biche. C'est la peau de biche Chinasara. C'est pas n'importe quelle biche. Vous savez quelle est la particularité de cette biche ou pas? Ça vous dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que quelqu'un donne sa langue à la panthère des neiges plutôt qu'au chat? Non? Biche, c'est la sagesse. Alors c'est plus que la sagesse. C'est pas même la sagesse en fait. Quoi, c'est pas. La douceur. Elle représente quoi? Vas-y. La douceur. La? La douceur. Tu m'entends pas? Ah, pas très bien. La douceur. La douceur. La douceur. Ouais, c'est joli, la douceur. Ouais, c'est vrai. Une peau de biche. L'amour et la compassion. Alors, l'amour et la compassion, là, oui, on est plus près du sens, effectivement. Est-ce qu'il s'agit de la biche qui a un bodhisattva qui se sacrifie devant les chasseurs pour protéger les autres? Yes! Yes! C'est Patrick, voilà, il a gagné la mode de beurre, parce qu'au Tibet, on remercie avec des modes de beurre. Donc, voilà, Patrick a gagné la mode de beurre. Voilà, ça me fait penser les nombreuses fois avec la Matanzong où on s'est retrouvé à faire un voyage avec à peu près, et je vous mens pas, à peu près 40 modes de beurre dans le coffre de la Jeep. Je vous dis pas, c'est tout à fait particulier. Les Tibétains arrivent avec des estomacs de yak, qui sont comme des outres, hein, en fait, remplis de beurre, et puis ils viennent offrir, parce que c'est l'offrande excellente. Alors c'était assez cocasse à Lhasa de voir ces Tibétains venant du fin fond du Tibet arriver avec des estomacs de yak remplis de beurre. Donc Patrick a gagné la mode de beurre. Effectivement, la biche Tinasara, c'est la biche qui est ce bodhisattva qui va au-devant des chasseurs pour offrir son corps. Et c'est pour ça que, alors oui, c'est la douceur, évidemment, oui, d'accord, c'est l'amour et la compassion, c'est aussi la sagesse, parce que l'amour et la compassion n'est jamais séparés de la sagesse, mais c'est précisément la biche Tinasara qui est l'émanation d'un bodhisattva. Donc, c'est très beau cette histoire, parce qu'en fait, on pourrait très bien imaginer que Chenrezig prend la forme de la biche Tinasara. On est dans cette imagerie-là. Donc, c'est beau dans plusieurs sens du terme. Donc, Rida. Voilà, le fait d'habiller, comme on vient de le faire, un mot, je pense que c'est important. C'est important parce qu'on n'est pas en train d'apprendre simplement des mots de vocabulaire,
vous vous êtes rendu compte que j'insiste énormément sur la contextualisation, et d'ailleurs c'est aussi quelque chose que je fais dans les enseignements du Dharma, parce que je pars du principe, et je pense qu'il y a quand même pas mal d'arguments pour, si on contextualise les mots comme le sens des choses, c'est beaucoup plus simple de les retenir. Donc là on a l'image de la biche Bodhisattva, et la biche Bodhisattva qui vient couvrir l'épaule gauche de Chenrezig. Et du coup c'est Rida. Et Rida, ok, on imprime avec une dimension aussi un petit peu, on va dire, émotionnelle liée au sens qu'on a compris. Rida. Et Pakpa c'est la peau. Hein, Pakpa c'est la peau. Alors, là, Pakpa, oui, allez-y, hein, si vous voulez poser une question, vous y allez, vous ouvrez le micro, voilà, vous prenez la parole. Hein. Parce que, je vous le dis aussi, parce que si par exemple vous mettez des messages dans le chat, je ne capte pas toujours. Parce que je suis en même temps sur mon écran, etc., je ne vois pas tout. Donc vous n'hésitez pas de mettre un signe, ou alors vous levez la main, parce que quand vous levez la main avec Zoom, je vois la main apparaître sur la vignette, si jamais. Hein. Voilà, en termes de convention entre nous. Pakpa, c'est la peau. Alors vous verrez qu'une des difficultés avec le tibétain, c'est, vous le savez déjà maintenant, c'est les tons. C'est-à-dire on en a 3, je vous le rappelle, A, Ha, A. Hein. Ça, c'est juste un rappel, mais à force, ça viendra. A, Ha, A. Et ça, il faut vraiment capter. Hein. N'hésitez pas, vous pouvez toujours répéter. Vous avez le micro fermé, personne ne va se moquer de vous. A, Ha, A. Parce qu'après, vous allez vous familiariser avec ça. Et c'est utile. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'ici, on a le pas. Vous voyez, la pata pa, c'est le premier pas. Et ça a une importance parce que si vous dites noble, Pakpe Dempa, c'est Pak, les nobles, les Aryas. D'accord? Et si vous dites Pakpa, c'est un autre pas pour dire le cochon. Donc, le mot Pak, c'est compliqué. Parce que vous avez peau, cochon et noble. Donc, la vérité des 4 cochons, ce n'est pas exactement la vérité des les 4 vérités des nobles. Donc, les Tibétains sont en général évidemment gentils comme nous quand on parle en tant que francophone avec quelqu'un qui n'est pas de notre langue, mais disons que je pense qu'il y a de quoi de temps en temps bien rigoler pour eux. Voilà. Alors je vois que j'ai encore un problème avec ma petite batterie, là, je ne sais pas pourquoi ça en... Attendez, moi, je vais... J'en profite juste Oui. pour poser une petite question. Oui, je t'en prie. Pendant que tu cherches. La question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a pas de génitif entre biche et peau. Entre biche et peau? Ouais, entre... Ouais, bonne question. Attends, j'essaye de solutionner mon petit problème avec l'iPad qui se charge pas et qui risque de me sauter entre les mains en pleine leçon, et ça va pas le faire du tout. Donc 2 secondes, j'essaye et puis je vais répondre à ta question. Alors, est-ce que ça marcherait? Je sais pas du tout. Écoutez, on verra. Bon, bref. Alors, la réponse ici, bon, une des réponses possibles, bien sûr, hein, Rida Pakpa, effectivement, c'est causer quoi? C'est coller l'un à côté de l'autre. Il y a 2 réponses. La première, c'est qu'en tibétain, l'ordre des mots dans la phrase vous donne, en général, une espèce de cohérence du fait même de l'ordre dans lequel vous les avez placés, les mots. Ça, c'est une réponse très vague et générale. Maintenant, ici, on est dans un texte versifié aussi. Donc, dans un texte versifié, s'il faut faire sauter un génitif, on fait sauter un génitif. Parce qu'on doit avoir un certain nombre de pieds dans le vers. Donc là, 1, 2, là, si on regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien, chaque fois, on aura 7 syllabes par phrase. Et donc, ça veut dire que la grammaire, même dans la manière d'écrire, doit être suffisamment souple pour qu'on s'adapte. Mais Rida... Alors, il y a une autre raison. C'est parce qu'on peut très bien aussi construire... Alors, le génitif, on a vu, hein, le génitif nous permet de créer des groupes avec des éléments à gauche, des éléments à droite. On peut très bien considérer que ici, on pourrait dire le groupe, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, Pakpe Toyo. Et même comme ça. Pakpe Toyo. Ça, c'est aussi une façon, parce que Rida, Pakpe Toyo sol. Si on faisait une espèce de petite virgule, Rida, virgule, Pakpe Toyo sol. Ça ne veut pas dire que c'est forcément comme ça qu'il faut le faire, mais
c'est aussi pour dire qu'on peut très bien comprendre qu'il est revêtu d'une peau de biche. Alors nous, on dit de, mais c'est revêtu d'une peau, il se trouve de biche. Donc, c'est pour ça que la construction ici, elle est tout à fait faisable. Mais maintenant, si dans une phrase, on veut parler d'une peau de biche, par exemple, il y a ici une peau de biche, hein, alors dans ce cas-là, on précisera. Hein, C'est la question aussi, pardon, si oui. c'était comme quand on compose les mots, je pensais aux exemples entre le temple, la maison, Oui. où il y a toujours Kang, Oui. et Oui. finalement, quelque part, en fait, ça devient qu'un seul mot composé, quoi. C'est vrai. Il y aurait un autre animal, il y aurait un peu la même chose. Complètement. Aussi. Ouais. Il y a un peu de cette dimension-là. C'est clair. Il y a un peu de cette dimension-là. En disant, oui, comme tu viens de le dire. Quand on dit, par exemple, Namju, Hlakang, tous ces mots qui sont composés, au bout d'un moment, on n'a plus besoin de dire Hlag Kangpa. On dit Kangpa. Et là, Reda Pakpe. Alors, c'est vrai que quand même ici, c'est pas si usité que ça, au point où ça devienne un mot en soi. Mais c'est pas faux. C'est-à-dire, si on met deux mots l'un à côté de l'autre, ça finit par devenir une unité de sens. Voilà. Alors ensuite, donc, ok, on a Toyo. Toyo seul. Alors, Toyo, c'est intéressant. Vous allez voir, je vous montre juste dans le vocabulaire. Ici, Toyo, en soi, c'est un ornement de soi pour la partie haute du corps. C'est-à-dire que le mot en lui-même, je reviens dans le texte, hein, comme ça vous voyez bien. Ici, je vais peut-être zoomer un peu, comme ça vous voyez mieux peut-être. Voilà. Ici, ça veut dire au-dessus. Et puis, yo, c'est quelque chose qui couvre. Donc, toyo, alors là, par rapport à ce que Pascal vient de dire, on est typiquement dans une construction où toyo, si vous regardez dans un dictionnaire, toyo, c'est un mot en soi. Un mot en soi. C'est-à-dire que c'est un mot composé complètement. Te, c'est la partie haute. Yo, ça veut dire couvrir. Donc, c'est ce qui couvre la partie haute. Mais comme un peu nous, quand on fait un mot, par exemple télévision, c'est un mot composé. C'est télé et vision. C'est un mot grec. Télé, envoyé, vision, la vue. Donc là, pareil, hein, c'est une construction qui finit par devenir une unité de sens en elle-même. Te, par exemple, juste pour vous donner un petit détail culturel, Te, c'est une des régions du Tibet. Hein, le Te, on dit le Te. On dit le U pour la région centrale. On dit le Te pour la partie haute. Ça ne veut pas dire haute en altitude, hein, c'est pas forcément ça. Mais voilà. Hein. Teo, sol. Oui. Une question. Oui, bien sûr. Que tu dis yo, mais ce serait yok, normalement, puisqu'il y a le K. Très juste. Très juste. Alors, le K, ici, comme suffixe. Donc, là, c'est une situation intéressante. Comme ça, je fais un petit insert prononciation. Ici, si vous regardez, hop, hein, on a 3 éléments. C'est très simple comme construction. Quand on en a 3, et que celle du milieu est marquée par un signe, en l'occurrence voyelle, ou si elle était accompagnée par une lettre au-dessus, par exemple, eh bien, on est sûr que c'est la lettre racine, c'est la lettre de base. Toujours. Donc là, on est certain que c'est la lettre de base. Si c'est la lettre de base, ça veut dire que ce qui est avant est un préfixe, ce qui est après est un suffixe. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur. Vous allez petit à petit, dans le contexte, finir par le capter. Aucun souci là-dessus. Simplement ici, les suffixes, en général, peuvent parfois donner leur son, parfois pas. Ils sont assez bizarres, les suffixes. Ils ont plusieurs... ils nous jouent des tours parce que c'est pas toujours si clair. Et le cas est typique d'un suffixe qui n'est pas si clair. Pourquoi? Parce que le K, si on regarde dans la ligne des 3 K, c'est K, K, K. Donc ça, c'est un K bas et expiré, en termes de ton. Simplement, quand on le voit en termes de suffixe, il a un côté bloquant au niveau du son. Ce qui fait qu'on ne dit pas directement yok, mais on dit yo. Et puis yo, c'est un O qui s'arrête net. Yo. Comme par exemple les yak. Nous, on dit les yak. Mais en tibétain, c'est les ya. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas le ka, mais c'est très léger. C'est comme le chashi de lek.
c'est pas lek, c'est trashi de lait. Trashi de lait. Mais c'est lek, littéralement. La dembuleka sa lek. Donc normalement, on devrait dire lek, mais c'est trashi de lait. Parce que le lait, il est un peu coupé. Si par contre vous allez au Ladakh, ils vont tout prononcer. C'est-à-dire que sa ta 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 naroto date, c'est pas te, c'est ste. Ils vont prononcer aussi les lettres qu'on met en dessus, qu'on met en dessous. Donc par exemple, Comme dans le sud-ouest. Pardon? Comme dans le sud-ouest, on prononce tout. Exactement, comme dans le sud-ouest, on prononce tout. Tout à fait, c'est rigolo. On arrête avec la glotte. On arrête avec la glotte. Ouais, on arrête avec la glotte. Alors pas trop, hein, on va pas s'étouffer quand même, hein, mais on arrête un peu. Mais léger, hein, léger. Hein, yo. On l'avale un peu. On l'avale un peu, vous pouvez l'avaler. Bon alors en même temps, attention, c'est un vêtement du dessus, un toyo, donc bon, on peut manger son chapeau, c'est vrai parfois. Mais là, mais là c'est un gag bête. Excusez-moi, de temps en temps, j'arrive pas à me retenir. Donc toyo. Ok, yo, donc voilà, une syllabe qui bloque un peu, hein, le suffixe qui bloque un peu le son, et puis seul, kao, sanaro, sola, seul. Alors seul, voilà, ça c'est un verbe, hein, tout simplement pour dire porter. C'est un verbe, on pourrait dire riche, plutôt que de dire complexe, parce qu'il peut nous servir à faire plein de trucs. Quand je dis plein de trucs, ça veut dire qu'il a une fonction d'honorifique, en fait. Et en termes de fonction, ou dans le cas de fonction honorifique, il va nous permettre justement d'exprimer le côté honorifique. Parce que nous parlons de Chenrezig et nous parlons de la manière dont Chenrezig est revêtu. Donc là, on est typique, on replace le contexte large, on est dans la partie du texte où on décrit la visualisation. Alors ça, il ne faut pas perdre de vue. Pourquoi il ne faut pas perdre de vue? Parce que, pendant qu'on est en train de réciter, et c'est pourquoi on est là tous réunis ensemble, c'est quand même notre objectif premier, c'est qu'ensuite, quand on récite le texte, si on arrive à vraiment connaître les mots qu'on est en train de dire, on est en train de faire la description. D'une manière un peu télégraphique, mais on dit rida, rida, pape teyo, sol. Donc on décrit la biche, la peau, ok, biche, peau, couvrir le haut du corps, voilà. Et puis on a décrit notre Chenrezig. On a décrit le Chenrezig qui est au-dessus. Oui, bien sûr, qui est au-dessus du sommet de la tête. Oui, Antoine. Non, vas-y. Pardon. Non, vas-y. Là, c'est le génitif que je comprends pas bien. Ouais. Ici. Quel est son rôle en fait Alors le génitif, le génitif c'est typique de la technique millefeuille, on va dire, hein, même si c'est pas. Voilà, bon, bref. Et donc, pourquoi? Parce que c'est par couche. Non, c'est par couche. C'est-à-dire le génitif, il a plein de fonctions en fait. Il en a une fondamentale, c'est d'être un delta. Et là, pour vous toutes et tous, c'est un rappel, parce que vous avez vu dans les sons précédents. Delta, ça veut dire que le génitif relie, c'est le son qui relie, delta, c'est le son qui relie ce qui précède à ce qui suit tout le temps. Et en général, le rapport, c'est déterminant, déterminé. Mais ce type de rapport, ça peut être aussi dans un type de qualification. Par exemple, quand on dit le restaurant chinois, Gyami Yi Sakang. Ça veut dire Gyami chinois, Sakang restaurant. Donc Gyami Yi Sakang, le restaurant de Chine, c'est-à-dire le restaurant chinois. Donc là, ça va nous permettre de créer un adjectif, par exemple. Qualifiant, qualifié, par exemple. Mais le génitif, c'est, pour le dire très simplement, l'équivalent, en tout cas assez souvent, ou parfois, de notre « de ». Par exemple, la peau de la biche. Bon, là, en l'occurrence, on a vu qu'il n'y en avait pas. Mais ça pourrait être. Donc, le restaurant du chinois, Gyami Yi Sakang, par exemple, ça pourrait être traduit comme ça. Simplement, attention, après, dans la traduction, mais là, pour l'instant, ce n'est pas un souci que vous avez, mais quand on voit Gyami Yi Sakang, on ne va pas traduire le restaurant du chinois, on va traduire le restaurant chinois. Parce que justement, une des difficultés du génitif, c'est de savoir quand il s'agit de dire la pomme de, ou quand il s'agit de dire la pomme chinoise. Et en fait, vous ne dites pas exactement la même. Vous dites pas exactement la même chose. C'est-à-dire la pomme du chinois, c'est pas la pomme chinoise, évidemment. Donc, mais le génitif, du point de vue de la construction, il n'y aura pas un grand changement.
Donc, une des difficultés de traduction, c'est de pouvoir bien identifier les fonctions. Et c'est pour ça que je parle de millefeuille. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on sait que ça relie deux éléments. Et puis au fur et à mesure, on rentre dans la complexité. Ou dans la richesse. C'est pas la complexité. Je ne devrais pas dire complexité d'ailleurs, parce que c'est pas complexe, c'est riche. C'est simplement que ces couches sont riches. Donc c'est pour ça que vous verrez à la fin de la leçon, dans la petite incise grammaticale, c'est typique de l'occasion qui fait le larron. Et puis le texte nous donne l'occasion de voir quelque chose. Et puis donc je mets l'accent dessus. Je m'inquiète encore une fois du temps, mais c'est vrai que ça fait 45 minutes qu'on parle, que je cause, que vous écoutez patiemment, et donc c'est hallucinant comment le temps passe vite. J'espère qu'on va arriver à la fin du texte, j'en ai aucune idée, parce que là, on est sur la première phrase, donc bon. Jean-Marc, oui. Je suis d'autant plus désolé. En fait, c'est par rapport à ma question, oui. C'était pour cette phrase-là précise que je ne comprends pas génitif. Ici, là? Oui, je vois pas le... Absolument, voilà, bien sûr. Alors, Teuyo, ça veut dire le vêtement donc la partie de soie. Hein. Donc, c'est un vêtement, on pourrait dire que c'est ce vêtement de soie, il est fait de une peau de biche. Ah, d'accord. Okay. D'accord? Donc, si... Non, mais c'est jamais stupide. Non, c'est jamais stupide. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, on rentre dans un autre monde, donc aucun problème. Non, mais évidemment. Donc, ici, imaginez que vous avez écrit chinois. D'accord? Et puis ici, vous avez écrit restaurant. Donc, chinois de restaurant. Par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est restaurant chinois. D'accord? Donc maintenant, chinois... Pour le coup, je repose, juste par rapport aux questions que j'avais au départ, oui. Je pense que ce ne sera pas traitable là. Ok, Pascal. Effectivement, par rapport au verbe, et bon, il y aura certainement plein de leçons pour revenir dessus. D'accord. Mais pour le coup, après deux leçons un peu plus sur les verbes, j'ai vraiment du mal avec la notion de différencier ou non. D'accord. J'arrive pas à comprendre. Ok. Et sur le terme, les verbes à l'honorifique. Je n'ai pas compris non plus encore jusqu'à présent. Mais après, voilà, je peux être patiente et attendre de revenir après. Oui, c'est bien. Non, mais de toute façon, il faut être patient, hein, parce que là, on en est qu'à la leçon 9. Et puis, le principe de cette méthode, c'est qu'on plonge tout de suite dans le tibétain. Dans une autre approche, on dirait, on étudie le tibétain pendant une année, puis après, on fait de l'étude de texte. Hein. On est bien d'accord. Donc là, on y va dans l'autre sens. Donc on y va dans le sens où on est immergé dans la forêt, puis petit à petit on apprend à repérer les éléments. Mais c'est aussi très intéressant parce que du coup, oui, on a des énigmes. Alors on pourrait dire que l'énigme fait partie de la méthode. C'est-à-dire qu'il faut accepter cette énigme et puis se dire petit à petit ça va devenir clair. Mais tout ne peut pas être clair parce que sinon on prend l'autre méthode où on clarifie tout avant. Et puis après, on rentre dans la forêt parce on sait exactement quelles sont les essences de chaque arbre, etc. Donc là, on est dans la situation de l'inconnu, vraiment. Et effectivement, c'est sûr que toutes ces notions verbales, c'est petit à petit qu'on va s'y familiariser. Cela dit, c'est extrêmement intéressant. Peut-être qu'on reprend ça dans la leçon prochaine. Ça, c'est possible. Ça vaut la peine. Parce que je pense que revenir ne serait-ce que théoriquement sur la notion de différenciatif. Alors, maintenant, la question sur l'honorifique, c'était ça? C'est de savoir l'honorifique, comment ça fonctionne? Alors là... ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire. Alors, très bien. Alors ça, par contre, on peut très vite résoudre le problème. Ici, seul, c'est un mot pour dire couvrir, porter, voilà. C'est un verbe qui a beaucoup, beaucoup de sens. On le met à l'honorifique. L'honorifique, ça veut dire que chaque fois que je m'adresse à quelque chose de supérieur à moi, j'utilise une formule honorifique. C'est aussi simple que ça. Alors après, derrière cette simplicité, il y a plein de petites nuances qui rendent ça très riche. Parce qu'on peut imaginer plein de rapports. Par exemple, juste pour vous imaginons le verbe donner. Si c'est « je donne à un Rinpoché », donc j'utilise une certaine forme verbale. Si c'est le Rinpoché qui me donne, c'est une autre forme verbale. Et si c'est un Rinpoché qui donne à un Rinpoché, c'est encore une troisième forme verbale. Parce qu'on est dans des rapports de hiérarchie. Ok? Donc, ça veut dire que le tibétain va observer ça.
Et quelqu'un qui parle bien le tibétain, c'est quelqu'un qui, entre autres, parce qu'il y a pas mal de choses à bien maîtriser, mais ça veut dire quelqu'un qui maîtrise relativement bien les niveaux d'honorifique. Et ça, c'est super important. Par exemple, les Tibétains vont être cool avec nous quand on essaie de s'exprimer, mais au bout d'un moment, quand on sait assez bien le tibétain, on nous fait vite comprendre que là, on ne dit pas comme ça, quand même. Ça passe pas. Parce que là, il faut de l'honorifique. Donc, par exemple, des phrases typiques du genre « Est-ce que vous voulez du thé ?» Du thé, c'est « Seja Shegimpe » à l'honorifique. Si je m'adresse à vous, c'est « Cha Tungibe ». C'est « Cha Tung » ou « Seja She ». Donc ça, on apprend des mots différents. Hein. Et là, il y a des situations où on a vraiment besoin de connaître les mots. Donc, parfois, c'est du vocabulaire à double. Même quasi tout le temps, c'est du vocabulaire à double. Parce qu'on doit faire attention à ces niveaux d'honorifique. C'est une langue particulière. Nous, on n'a pas tellement ça, évidemment. Hein. Pour nous, une tasse, c'est une tasse. Mais pour les Tibétains, par exemple, le mot viande, c'est cha. Hein. Mais à l'honorifique, c'est sulchum. Donc ça n'a rien à voir. C'est un autre mot. C'est un autre mot. Donc ça, on doit le savoir. Et puis petit à petit. Mais de nouveau, ça c'est typique. C'est-à-dire que si on doit le savoir avant d'aborder un texte, alors là, va nous falloir bosser beaucoup avant. Hein. Donc vaut mieux voir la situation, se dire seul. Ok, on n'a pas tout compris. Mais seul, on sait que c'est habiller, revêtir. Et puis voilà. C'est un premier élément. Et ça va se construire. Il reste plus que 10 minutes. C'est une folie pure. Je ne sais pas comment c'est possible. Pourtant, il n'y a que 5 phrases. Mais c'est dingue. Bon, écoutez, je réfléchis là. Parce que je voulais quand même aborder ce point de grammaire. Parce que, je ne sais pas, décemment, on ne peut pas faire 3 phrases par leçon quand même, en termes même de PDF. Ça ne marche pas. Bon, bref. Je vais essayer juste de recouvrir un peu le sens global de ça. Allez, je ne vais plus que là-dedans. Ensuite, alors on va faire comme ça. Attendez, voilà. Tac. Voilà, là on voit à peu près tout le texte. On voit tout le clair. Ouais, on va tout. Non, bon, c'est pas grave. Ok. Epame. Je rentre pas dans le détail. Epame, c'est le Bouddha Amitabha. Mais Epamepe ou Genchen. Epamepe, là c'est la lumière infinie. D'accord? Epamepe. Ugen, c'est le diadème. Chen, ça veut dire qu'il possède. C'est-à-dire qu'il est couronné par le Bouddha Amitabha. Je ne rentre pas trop dans le détail, on rentrera la prochaine fois plus dans le détail, ok? Mais comme ça, vous avez une vue d'ensemble. Mais Epame, ça pour vous, ok, ça c'est Bouddha Amitabha, c'est facile. Après, il y a un petit mystère là, on verra le mystère la prochaine fois. Ensuite, on a Shamni, Dorje, Chiltung, Shu. Très simple. Quoi? Shamni, 2 jambes. Il a 2 jambes. On est toujours dans notre description. Hein. On y va mode presque télégraphique. Donc là, on dit 2 jambes. Dorje, c'est le Vajra. Chiltung, ça veut dire croisé en Vajra. On parle des jambes. Shu, ça veut dire il demeure. Il est assis. Il est assis en posture de lotus. D'accord? Ensuite, on a Chime, ça veut dire sans impureté, il n'y a pas d'impureté, immaculé, hein, Chime, Dawar, contre la lune, Gap, le dos, Tenpa, qui s'appuie. D'accord? Donc ça veut dire lune immaculée, le dos s'appuie contre une lune immaculée. D'accord? Son dos est appuyé contre une lune. J'aurais dû rajouter immaculé, j'ai oublié. Bon, pas grave. Ok, ensuite, Chamne, lieu de refuge, Kundu, et Kundu qui veut dire qui condense, qui résume, qui rassemble, Ngoborujuru, il en est l'essence. C'est-à-dire que Chenrezi est l'essence de tous les lieux de refuge qu'il rassemble. Ça, c'est déjà pour avoir, ok, une vision globale. Après, on reprendra tous ces éléments, je pense, la prochaine fois, parce qu'évidemment, oui, je suis en plein cours. Hein. Non, merci. Voilà, la vie qui surgit. Bon, c'est très bien. Alors, ok, donc vous avez vu, ça c'est la vision globale du cours. Quoi, du passage.
On le reprendra parce qu'en fait, même s'il y a 5 lignes, c'est énormément de choses. Je suis surpris, mais bon. Ok. Le vocabulaire, alors je ferai un Quizlet. Donc vous arrivez les flashcards, comme toujours. Et puis, bon, je ne l'ai pas encore fait, mais il va arriver. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain ou alors le week-end. Hein, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez, dans le vocabulaire, je détaille un peu plus que dans le texte même. Par exemple, tien, hein, ou gen tien, c'est un mot pour dire que l'on possède, comme sem tiennent les êtres sensibles, par exemple. Là, ça va nous aider, ça va vous aider à comprendre mieux peut-être la construction des mots. Et puis, il me reste 5 minutes. Et puis, pour les 5 minutes qui restent, j'aimerais quand même regarder avec vous une toute petite chose, qui est une immense chose en même temps. Mais comme ça va vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut découvrir dans un texte comme ça. Aussi simple soit-il, finalement. On a parlé d'immaculé, time. Ok. Littéralement, c'est ti, odeur, et puis mais, il n'y a pas. Donc vous mettez, là vous avez compris, le tibétain se construit toujours par rencontre de différents mots. Donc time, immaculé. Ok, très bien. Voilà, nous on dit immaculé pour dire pur, sans souillure, mais ti, c'est l'odeur, donc sans odeur. Parce qu'en fait, le côté immaculé, c'est aussi l'odeur. Hein. Quelque chose qui est sale, ça sent mauvais. Donc ici, ça sent pas mauvais. Alors bon, on va pas dire que Chenrezig sent bon, mais le côté immaculé, ça veut dire pur, il n'y a pas de souillure. Et s'il n'y a pas de souillure, il n'y a pas d'odeur. C'est intéressant quand même, du point de vue de l'origine du mot. Et pour nous, ce qui nous intéresse beaucoup grammaticalement, c'est que ici, c'est mais. Mais, ici, c'est la négation de ye. Ok, à ce stade, vous dites oui, parce que finalement, pourquoi c'est comme ça. Mais maintenant, après, là, il y a quelque chose qui est très intéressant pour nous. Parce que on est en train de rencontrer un auxiliaire, et un auxiliaire verbal extrêmement important. C'est ye, du et yore. Et là, ce que je vous explique, et c'est pour ça que vous avez là la théorie que vous allez pouvoir reprendre, et à laquelle vous allez pouvoir vous familiariser, c'est que le sens, en fait, le sens est le même pour les 3 formes. Ye, du, yore. Mais attention, la fonction n'est pas la même, car tout dépend de ce qu'on veut exprimer. Ye, donc là, après, vous avez une explication pour les 3. Ye, ça nous permet de dire j'ai, dans le sens de il y a avec une totale certitude. Donc, ye, c'est pas le verbe avoir. Si vous voyez dans la plupart des textes, des manuels, en tout cas dans le temps, quelques années en arrière, et peut-être encore aujourd'hui, à des moments on dira ye, c'est le verbe avoir. Non, c'est pas le verbe avoir. Ye, du point de vue tibétain, c'est un auxiliaire pour situer ce que donc le je, c'est une langue égophorique, ce que le je est en train de vouloir dire. On est toujours dans cette idée-là. Donc, ngala kushu ye, notre fameux exemple, ça veut dire vers moi il y a une pomme. Je le sais avec certitude. Donc, ye nous permet de dire j'ai dans le sens de il y a avec une totale certitude. D'accord ? Le même auxiliaire dans une forme différente, d'où. Ça exprime aussi il y a, mais ça indique que l'on constate, on le sait parce qu'on en a une connaissance de première main. D'accord ? Donc là, on exprime quelque chose de très différent. Et puis vous allez voir, je vais vous donner des exemples très simples. Puis ensuite, on a yore, qui exprime encore une fois il y a, et il se trouve, c'est pareil, c'est le même auxiliaire, mais ça indique que l'on a une connaissance générale de ce qu'on exprime. Ok ? Donc ça veut dire en clair que quand je dis ngala chu ye, c'est j'ai de l'eau. Hein? Ngala, ngala chu ye. Simple. J'ai de l'eau. Ça, voilà, c'est une phrase que vous pouvez garder pour vous. Ngala chu ye, ngala kushu ye, j'ai une lune, ngala dawa ye, etc. Après, c'est à vous d'être créatif. Les mots qui vous semblent intéressants, vous les gardez, vous les apprenez par cœur. Puis après, ok, vous avez une structure, vous la répétez avec d'autres mots. Ngala chu ye. Si vous voulez apprendre vous pouvez faire une pierre plusieurs coups là. Vous pouvez apprendre le tibétain par la bande. Donc, ngala chu ye. Si vous dites chu du, c'est la même construction, si ce n'est que vous remplacez ye par du. Et chu du, ça veut dire il y a de l'eau. Mais il y a de l'eau dans le sens de je l'ai vu, je le sais. Et si vous dites chu yore, ça veut encore dire il y a de l'eau, mais c'est en général il y a de l'eau par ici,
Je le sais, mais je n'en suis pas forcément témoin. D'accord? En France, il y a de l'eau. France, là, tu y aurais. Parce que vous parlez de la France. Si vous dites France, là, tu, d'où, vous pouvez. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes peut-être suisse ou italien, vous êtes venu en France et vous avez vu qu'il y avait de l'eau. D'accord? Donc le tibétain, à ce propos, est une langue très particulière. Parce que c'est une langue égophorique. Et on a beau se dire, ah oui, j'ai compris, on n'a jamais complètement fini de comprendre. Parce que une des subtilités de l'expression en tibétain, et dans les textes, ça joue un grand rôle, vous allez voir, eh bien, c'est de jouer sur les finesses, sur les subtilités du sens des auxiliaires. Très important. Si dans une instruction de visualisation, on vous dit, dans l'espace en face de vous, tienrezi ye, donc vous allez vous dire, mais non, mais c'est pas normal, parce que ye, c'est pour la première personne du singulier quand j'ai dit le verbe avoir. Alors vous allez vous dire, mais non, mais c'est une faute grammaticale, on ne doit pas dire tienrezi ye, on doit dire tienrezi d'où ou tienrezi yore. Eh ben non, on peut dire tienrezi ye, même pour une situation troisième personne du singulier. Pourquoi? Parce que ye, ça signifie que vous le savez avec une absolue certitude. Donc vous pouvez dire tienrezi ye, parce que vous le visualisez, vous le voyez, vous en êtes certain. Vous voyez? Donc, ça, c'est juste un aperçu. Mais c'est un aperçu de cette richesse incroyable qui vient du fait que le tibétain est une langue égophorique, qui exprime comment le je perçoit la réalité de ce qu'il est en train d'exprimer. Ok? Vous voyez l'idée? Et tout ça à partir de, tout simplement, tout ça à partir de Chime. Si on reprend dans le texte, et on terminera là-dessus, donc là on a le texte, et on dit, ici, Chime dawar gyabtenpa. Donc là, c'est ce que j'appelle l'occasion qui fait le larron. Parce que Chime, ça veut dire Chi, mais pas, il n'y a pas d'odeur, hein, Chi, mais, chaque fois que vous voulez dire qu'il n'y a pas, ou c'est, il n'y a pas, je veux pas, ou etc., ah oui, j'ai réapparu. C'est dingue, j'ai réapparu. Eh bien oui, ben écoutez, c'était parce qu'en fait, j'étais sur la batterie et je n'étais pas sur le secteur. Et je disais ça à propos de je ne sais plus quoi. Oui, mais pour dire il n'y a pas. Donc au moment de dire mais, j'ai disparu. Et bien voilà, c'est une parfaite illustration de il n'y a pas. Et j'en reviens pas. Ok, donc voilà, c'était l'aperçu. Incroyable cette histoire. Bon, c'est parfait. Donc on arrête là, sur cette note de disparition en la vacuité. C'est excellent. Ok. Donc il y a beaucoup de choses dans cette leçon. Moi j'étais sûr ce matin en la préparant en me disant ouais finalement il n'y a que 5 phrases. Non, je vais petit à petit m'habituer à la richesse de ce texte au moment de vous le transmettre. Parce que là je dois faire moi un chemin, hein. Étant donné qu'il y a des tas de choses que, oui, bon, ben voilà, quand je vois le texte, ok. Puis après, au moment de l'expliquer, je me dis, ouh là là, mais il y a encore ça, ça, ça. Et c'est pire quand je vous l'explique oralement, comme ça, avec, voilà, au cours de la leçon, que quand je le fais théoriquement sur le PDF. Donc, ok, je vais apprendre. On va s'arrêter là parce que ça fait 63 minutes, à moins que vous ayez bien sûr une remarque, et puis sinon, on arrête là. Est-ce que pour le cours prochain, on pourra regarder l'explication des particules dans ce texte? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, pour vous, déjà essayez de les repérer, c'est déjà un point. Puis après, la prochaine fois, on reprend, je crois, cette partie. On n'a pas besoin d'aller plus loin, ça vaut pas la peine. Hein, on n'a pas besoin de, voilà. Et puis on essaie de creuser et puis de se familiariser avec cette partie de texte. Vous, de votre côté, essayez de mémoriser le vocabulaire. Évidemment, d'avoir une compréhension globale ou totale du texte, ça sera difficile, mais déjà de prendre vos points de repère avec les mots de vocabulaire, voir comment ça se construit. D'accord? Et puis, la prochaine fois, on se retrouve, puis on essaie de mettre tout ça ensemble.
Alors, on termine avec une dédicace, à nouveau, simple, mais qui contient tout le sens qu'il faut. Sonam liye tam che zingpa ne tam ne nyebe tanam pam jen. Kega na che bala trupai. Sibe tsole doa doarai sho. Merci beaucoup. Merci. C'est super. On fait un bon boulot, je pense. Donc, voilà. Il y a le groupe WhatsApp. Vous pouvez interagir là-dessus. On se donne des trucs. C'est très bien. Et puis, je crois que, voilà, tout est là. Et bah, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, je pense. La vidéo sera online pour la revoir. Et puis, tout est bien. Alors, bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye. La prochaine fois, c'est mardi? Oui, la prochaine fois, c'est mardi. Merci de le rappeler. La prochaine fois, c'est mardi à 13h. Très juste. Merci de le rappeler. Alors, on se voit. D'accord, ok. Voilà, donc là, on... Pardon? Il n'y aura pas de cours jeudi. Pas de cours jeudi. Pas de cours jeudi. Non, je monte, comme je vous l'ai expliqué hein, dans le message WhatsApp, je monte à Paris pour un double enregistrement pour les sagesses bouddhistes, ce qui fait que je ne peux pas donner le cours jeudi, j'y arriverai pas. On se verra mardi. Bon, après, il y a le replay, je suis d'accord, c'est pas peut-être toujours pratique, mais on est obligé de trouver une forme de souplesse comme ça. Ok? Et on vous verra quand sur sagesse bouddhiste? Je sais pas, ça va dépendre de... Je vous dirai. Ouais. D'accord. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. À bientôt, bye bye. J'appuie sur le petit bouton rouge. Bon week-end, merci.